En direct du Salon Franchise Expo Paris, depuis le stand de la Fédération Française de la Franchise, les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bonsoir, bienvenue dans les vraies voix. On est ravis de vous retrouver avec Philippe David. C'est le grand retour de Philippe. Ah, le grand retour après une semaine. J'étais à la place de. C'était Berkoff dans tous ses états. Et vous voulez pas y rester? Non, pour votre grand désespoir. On est ravis de vous retrouver. La synthèse était réussie, on aurait dit Philippe Berkoff. En tout cas, on vous souhaite la bienvenue. On est là en direct du Salon de la Franchise. C'est la 41e édition cette année, en partenariat, bien sûr. On est avec Sud Radio. Absolument, avec Sud Radio dans un superbe salon. On est très bien accueillis. On est très bien entourés. On a d'excellentes victuailles qui nous sont apportées, qui sont absolument délicieuses. Il a fallu 2 minutes pour qu'il parle de vous. J'ai pas attendu longtemps. En tout cas, tout au long de cette émission, nous dévoilerons des franchisés, des personnes qui se sont engagées, qui ont développé une entreprise, qui l'ont développée sur le terrain, avec des franchisés, et on vous parlera bien entendu de cette actualité. Aujourd'hui, allez au sommaire de cette émission. Faut-il un grand remaniement ministériel? Les motions de censure du groupe Lyot et du RN sont en train d'être votées à l'Assemblée nationale et leurs conséquences pour le gouvernement d'Emmanuel Macron risquent d'être nombreuses. Moins d'un an seulement après l'élection présidentielle, la question d'un possible remaniement ministériel se pose, Philippe. Oui, Cécile, et surtout après ces longs débats pour le moins houleux à l'Assemblée nationale, un peu moins au Sénat, mais quand même, l'hypothèse d'un remaniement était déjà envisagée par le président pour faire une relance du quinquennat, comme on dit, et peut-être que ceux qui auraient effectué une sortie de route, je sais pas, Olivier Dussopt, Éric Dupond-Moretti ou Olivier Véran seraient menacés, ou pourquoi pas, ceux dont on peine à se souvenir, comme Pape Ndiaye ou François Braun. Alors est-ce que pour vous, la France a besoin d'un grand remaniement ministériel, et surtout Emmanuel Macron pour relancer son quinquennat? On vous attend au 0826 300 300. Et puis à 18h30, notre coup de projecteur, on viendra sur Emmanuel Macron. Peut-il encore tenir 4 ans, ce coup de projecteur? Santé, immigration, éducation, réforme des institutions. Le chef de l'État se prépare déjà à d'autres sujets pour l'après-retraite. Seulement la crise politico-sociale actuelle risque de réduire considérablement les marges de manœuvre de la politique réformiste d'Emmanuel Macron. En effet, Cécile, de nombreux experts estiment que faute de majorité politiquement, le quinquennat d'Emmanuel Macron est terminé, et d'autres disent qu'il serait même totalement terminé si la réforme des retraites ne passait pas. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça ne va pas mieux du côté de l'opinion publique, puisque la cote de popularité du président, selon un sondage IFOP pour le JDD publié hier, est descendue à 28%. Alors est-ce que Macron peut tenir encore 4 ans avec un Parlement en grande partie frondeur, pour reprendre une antienne de l'époque de François Hollande? Est-ce qu'il faut qu'il dissolve? Que doit-il faire? Eh bien, on vous attend au 0826 300 300. Et je crois que la réponse est sans appel. Oui. C'est un non à 94%. On vous souhaite la bienvenue dans les vraies voix au Salon de la Franchise. Les vraies voix Sud Radio. Et en parlant de franchise, Philippe Bilger est avec nous. Bonsoir, voilà. Philippe Bilger. Merci ma chère Cécile. Parlons vrai au Salon de la Franchise. Tout de même. Absolument. Ça va de soi. Il ne pourrait pas y avoir de meilleur alliage. Voilà, c'est président de l'Institut de la Parole. Et un qui parle vrai aussi, c'est notre ami René Chiche, the famous aussi, le grand patron des grands patrons des grands patrons. J'aime votre franchise quand vous parlez de moi. J'apprécie beaucoup. Et surtout votre modestie. Voilà. Et donc, le vrai titre, c'est directeur des rédactions du groupe Entreprendre la Fond Presse. Et puis un petit nouveau qui est là pour l'occasion au Salon de la Franchise, c'est David Soulard qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes la 3e vraie voix, vous êtes directeur général des meubles Gauthier, fabricant de meubles, bien entendu, depuis des générations, enfin en tout cas depuis très longtemps. 3 générations. 3 générations. Aujourd'hui, ça représente quoi? Les meubles C'est Gauthier. 750 personnes qui travaillent tous les jours pour fabriquer les meubles en Vendée, et pour les conceptualiser, et pour les vendre dans les magasins, dont des franchisés. C'est pour ça qu'on est présent aujourd'hui au Salon de la Franchise. Et là, on est 100% français. Ah oui, on est 100% français dans nos fabrications de bois. Après, on a des chaises et des sofas qui ne sont pas fabriqués en France. Mais tout le reste, 80% de notre chiffre, c'est du Made in France. Made in France, voilà, tout ce qu'on aime. Et on aime ça. Et combien de franchisés aujourd'hui, vous m'avez dit? On a 78 magasins en France. Oh, on est bien, on est bien. On compte en prendre combien là au Salon de la Franchise? Je dirais 3 ou 4, ça serait pas mal. Allez, on pousse à 5. Allez, on pousse à 5. Et si on avait des blancs, vous saurez les meubler. Hein, voilà. Vous avez vu le niveau de l'émission, hein? Attention. Alors là, c'est très élevé.
Sinon, ça va les amis, vous avez passé un bon week-end? Excellent. Excellent. Oui. Alors Philippe Bilger, il dit toujours qu'il a regardé le foot. Il y avait du foot? Ah non, là, Non, il y avait pas de j'ai été très familial. J'ai fêté les 50 ans d'un de mes enfants, ça a été fabuleux. Et samedi, j'ai tout de même regardé un petit peu de rugby. Mais comment Oui. un de vos enfants peut avoir 50 ans alors que vous en avez 22, Philippe? Eh oui, c'est incompréhensible. mon deuxième, c'est ma Il en fille fait 25. Delphine. Il en fait 25. Hors taxe. Mais je ne voudrais pas détourner votre attention du seul homme important ici. Et du Ouais, bel homme, le du seul bel homme oui, de la table. Oui, c'est oui, magnifique. C'est le plus beau jour de notre Alors vie. vous me C'était quoi? vous me demandez pas si j'ai passé Bah mon si, week-end. la semaine dernière, Si. vous étiez allé à un mariage Voilà. Eh ben, en pleine semaine. eh ben, En week-end, vous faites quoi? Eh ben dans ce week-end, j'ai été un peu fatigué encore. Oui. Donc j'ai passé un week-end totalement cocooning. Je n'ai D'accord. absolument rien Parfait. fait. Les personnes âgées, ils parlent toujours de leur santé. hein. C'est marrant, exactement hein. ça. Bien dans vos meubles. Et vous, David, bien dans vos meubles, vous avez monté des meubles ce week-end? Non, Ah non. non, c'est pas la même entreprise. Lui, il est français, les autres, ils sont pas français. En tout cas, Romain est avec nous, il nous appelle des Yvelines. Bonsoir, Romain. Bonsoir Romain. Bonsoir à vous tous, bonsoir Cécile, Philippe et René. Bonsoir. Comment ça va, Romain? Eh bien écoutez, ça va bien, content de vous avoir. Bah, nous aussi, on est très contents de vous avoir. Vous faites quoi dans la vie, Romain? On peut vous demander ou c'est secret? Non, c'est pas secret, je suis un jeune retraité de 44 ans, ancien des services d'ordre, on va dire, dans des unités spécialisées. Ah, très bien. Eh ben, on vous aime. Voilà, comme ça, Oui. c'est dit. Et Romain, en tout cas, on est ravis de vous accueillir. Vous avez la possibilité de commenter l'actualité avec nous, bien entendu, et vous pourrez jouer contre David Soulard, contre Philippe Bilger ou contre le monsieur là au bout de Oui. la table là, qui se prend Mais pour qui est un cador. l'invincible du quiz en général. René hein. Chiche. Donc, Attention Romain. Attention Romain. allez, vous restez avec nous. Tout de suite, c'est la réquisitoire du procureur. Et la chanson du jour d'abord. Ah oui. Et est-ce que vous savez pourquoi cette chanson est la chanson du jour? Bah non, vous allez Aucun rapport avec le match de rugby France-Galles de samedi. C'est parce qu'il y a 58 ans aujourd'hui, France-Galles gagnait le concours Eurovision de la chanson avec cette chanson écrite par un certain Gainsbourg. Absolument, Serge Gainsbourg. Ah ben voilà. Vous avez dansé sur cette chanson, les Ah amis? non, pas moi. Ah non, mais non. René Chiche, c'est Je n'étais pas né. Je n'étais pas né à cette époque. Non, non, vous n'étiez pas né Ah non, je n'étais pas né. en 60. Et d'ailleurs, elle ne représentait pas la France, je crois. Je crois qu'elle représentait le Luxembourg. Absolument. Oui, absolument. Absolument. Mais c'était un petit clin On sent d'œil le à journaliste, France-Galles. hein, on sent Oui. pas tout le journal. Ouh là là, on La sent le culture, grand la patron. culture. Allez, tout de suite, le réquisitoire du procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur, Philippe Bilger. Et monsieur le procureur veut requérir contre les transfuges comme Bruno Le Maire qui font des leçons de morale à ceux qu'ils ont abandonnés par intérêt. Ah, absolument. Dans le journal du dimanche, donc d'hier, Oui. nous avons eu droit à 2 pages tout à fait intéressantes de Bruno Le Maire. C'est un ministre au moins qu'on connaît, contrairement à la plupart de ceux qui gravitent au sein du gouvernement. Et je n'ai pas aimé à un certain moment la phrase de Bruno Le Maire invitant ses anciens collègues à retrouver leurs esprits. Au fond, quel mépris tout de même. Alors on a tout à fait le droit de quitter les Républicains, beaucoup l'ont fait, j'espère que certains resteront tout de même, mais Bruno Le Maire venant dire avec une forme de condescendance, il faudrait que les Républicains retrouvent leurs esprits, bien sûr pour ne pas voter la motion de censure. Je trouve qu'il y a quelque chose d'un peu méprisant et ils n'ont aucun titre à donner des leçons de morale. René. René. Alors, je suis pas tout à fait d'accord avec Tant mieux. le vénéré maître Philippe Bilger. Vénéré, vous êtes léger. Parce que en fait, bon, on est dans un tel climat de tension politique que parfois les mots peuvent un peu dépasser, mais en même temps, il ne faut pas oublier qu'il y a à peine quelques jours, quelques semaines, la majorité des députés LR devait voter pour le projet de réforme des retraites. Donc Bruno Le Maire peut être surpris par ce revirement. Je vois encore par exemple le revirement ce matin d'Adrien Pradier, pardon. Aurélien Pradier, qui avait prévu de ne pas voter cette réforme, qui a ensuite prévu de la voter. 1 heure avant son intervention sur une autre radio où il a annoncé qu'il voterait la motion de censure, il annonçait dans le Figaro qu'il ne la voterait pas. Donc moi je comprends que dans ce contexte, on peut être un peu surpris par certains comportements des députés LR. Et qu'est-ce que vous en pensez, David Soulard?
Moi, en tant qu'entrepreneur, je suis particulièrement spectateur de la situation et c'est vrai que les prochaines heures vont être importantes pour notre démocratie. Alors, ça, c'est sûr. d'après les informations que nous avons, l'on devrait avoir les résultats de la motion de censure Lyotte, mais pas avant 19h ou 19h30. On sera dans les vraies voix responsables aujourd'hui, pas les vraies voix citoyennes, une spéciale franchise évidemment, et on vous informera, Cécile, sur Sud Radio au fur et à mesure de l'arrivée des informations. On vous dira si on est orphelin d'un gouvernement ou pas. Voilà. Si. Vous avez amené les paquets de Kleenex? Non. Alors écoutez, moi je suis l'actu comme tout le monde. Je la commande comme je peux. Et puis voilà, en attendant, vous restez avec nous. C'est les vraies voix en direct du salon de la franchise. On est à Paris Expo. C'est la 41e édition. On est ravis d'être là avec nos amis entrepreneurs. Et on revient dans quelques instants. À tout de suite et bienvenue. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Effectivement, nous sommes en direct avec Philippe David au salon de la franchise, sur le stand de la Fédération française de la franchise, c'est-à-dire que tout le monde passe par ici. Tout le monde passe par là. Voilà. En plus, il y a Philippe Bilger et René Chiche, donc forcément tout le monde passe là. Oh, mais je vous adore, vous êtes formidables, il n'y a rien pour nous. Vous avez que dalle. Vous y êtes un petit peu pour quelque chose. Par rapport à vous, non. Mais quand Philippe, il regarde Philippe David, il y a un étrange détournement. Il fuit. Mon Dieu, encore un chauve. Il y en a beaucoup là aujourd'hui. Je rigole parce que David Soulard est avec nous aussi et qu'il n'a pas beaucoup de cheveux non plus. Directeur général des meubles Gauthier. Ça va beaucoup? Ça va beaucoup. Ça va bien? Ça va bien. Non. Pas beaucoup de cheveux. C'est pas grave, mais beaucoup. C'est un signe de grande intelligence. Exactement, j'allais le dire. Grande intelligence. En tout cas, on est ravis de vous retrouver. Vous voulez commenter l'actualité avec nous, 0826 300 300. On vous attend au standard. Allez, tout de suite, l'actu en 3 mots. Et c'est avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. Et les 3 mots dans l'actu, Félix Mathieu, c'est censure, survie et otage. L'Assemblée nationale va-t-elle renverser le gouvernement? Réponse d'une minute à l'autre. Les députés examinent en ce moment les motions de censure après le 49.3 brandi pour la réforme des retraites. Un guide de survie pour l'humanité, selon le chef de l'ONU. La synthèse décennale du GIEC en appelle à agir beaucoup plus radicalement pour garder une planète habitable. Et puis le journaliste français Olivier Dubois est libre après 711 jours de captivité au Sahel. Les vraies voix Sud Radio. La pompe des grands jours à l'Assemblée nationale. Les députés examinaient les 2 motions de censure déposées contre le gouvernement. L'une émane du RN, mais celle qui a le plus de chances de pouvoir éventuellement passer, c'est celle du groupe Lyotte. Motion de censure défendue par le centriste indépendant Charles de Courson. Madame la Première ministre, relire aujourd'hui votre discours de politique générale est cruel. Je vous cite. Nous mènerons pour chaque sujet une concertation dense. Nous aborderons chaque texte dans un esprit de dialogue, de compromis et d'ouverture. Eh bien, vous avez échoué à rassembler, vous avez échoué à convaincre, alors vous avez cédé à la facilité et évité la sanction du vote. Rien ne vous obligeait au 49.3. Le courage, le respect des institutions, le respect de vos engagements aurait dû conduire au vote. Ce vote, vous l'auriez très probablement perdu. Mais c'est la règle en démocratie. Face à des bancs de la majorité relative un peu clairsemés, la présidente du groupe macroniste Renaissance, Aurore Berger, a défendu le gouvernement. Elle s'en est pris notamment aux fluctuations du groupe LR qui ont fait défaut pour assurer une majorité à cette réforme des retraites. Au sein de votre groupe, il y a eu malheureusement des trajectoires personnelles, il y a eu des calculs individuels qui ne sont en rien, mais alors en rien motivés par l'intérêt général, en rien motivés par l'intérêt des Français. Parce que vous le savez, les demandes que vous avez eues, ces demandes qui pouvaient être légitimes, notamment sur les carrières longues, elles sont satisfaites dans ce texte. Mais il fallait à nouveau trouver un prétexte après prétexte pour ne pas voter. Alors oui, moi je retiens ceux qui, au sein de votre parti, disent aujourd'hui sur le terrain qu'ils assument une réforme nécessaire pour notre pays. Et oui, qu'ils ont honte en effet de voir certains de leur famille politique assumer de voter une motion non seulement transpartisane, mais avec l'extrême droite. On saura en fin d'après-midi, début de soirée, si les oppositions parviennent à mettre le gouvernement en minorité. En tout cas, en attendant une nouvelle journée d'action jeudi à l'appel de l'ensemble des syndicats, des rassemblements se déroulent encore aujourd'hui un peu partout dans le pays. Une petite réaction, Philippe Bilger.
de mauvaise foi. Je partage absolument ce qu'a dit Charles de Courson. Ça commence à bien faire, l'idée que on va voter avec l'extrême droite. Il y a une motion de censure qui est présentée par Charles de Courson et qui a pratiquement tous les groupes et même une partie du groupe LR. Alors, il faudrait peut-être que Renaissance rénove son argumentation. René Chiche. Oui, alors le problème, c'est que j'ai l'impression que cette motion de censure, qu'elle soit adoptée ou pas, ne va pas servir à grand-chose, parce qu'à mon avis, le mouvement de contestation va se poursuivre dès demain. Donc finalement, cette motion de censure va être quelque chose de caduc. Je vois pas l'intérêt d'une telle chose, vous voyez. Parce qu'à mon avis, ça va faire bouger les choses un peu, non? Mais non, je ne pense pas qu'elle va faire. Si, regardez la division des LR, pour le coup, elle est très significative. Oui, mais à mon avis, elle ne va déjà pas faire bouger le gouvernement. Le gouvernement, sauf si la censure est votée. C'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on dit. Mais franchement, on l'a compris. Il y a quand même peu de chances que la motion de censure passe, sauf surprise. Alors c'est vrai qu'on n'est pas à l'abri d'une surprise, mais ça m'étonnerait parce qu'il y a ça manque quand même de 20 députés à peu près pour un 15 à 20, c'est ça. Donc à mon avis, ce matin on parlait de 11 en tout cas. Oui. Alors, ça change tout le temps alors. Réchauffement climatique, Philippe. Oui, un réchauffement climatique plus rapide et plus grave qu'on ne le pensait il y a encore 10 ans. Venons-en à cette synthèse dévoilée par le GIEC cet après-midi. Félix Mathieu. Les années chaudes d'aujourd'hui seront les plus fraîches dans une génération. Selon le groupe international d'experts sur le climat, le réchauffement mondial atteindra 1,5 degré dès les années 2030, prévient le GIEC. Vu les phénomènes météo extrêmes qui se multiplient, les conséquences de ce dérèglement s'avèrent plus graves qu'estimé dans la dernière synthèse de 2014, estiment encore ces scientifiques. Une synthèse en forme de guide de survie pour l'humanité. Selon le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres appelle les gouvernements du monde entier à agir plus vite et plus fort. Humanity is on thin ice. L'humanité est sur une mince couche de glace et cette glace fond rapidement. Comme l'indique aujourd'hui le rapport du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, l'homme est responsable de la quasi-totalité du réchauffement de la planète au cours des 200 dernières années. Les dirigeants des pays développés doivent s'engager à atteindre la neutralité carbone aussi proche que possible. En 2040, c'est possible. Les dirigeants des économies émergentes doivent s'engager à atteindre cette neutralité carbone aussi vite que possible dès 2050. Le transport maritime, l'aviation, l'acier, le ciment, l'aluminium, l'agriculture, tous les secteurs doivent s'aligner sur le principe du zéro émission d'ici à 2050, déclare donc Antonio Guterres. Autre conclusion des scientifiques du GIEC dans ce rapport entre alarmisme et espoir tout de même, limiter le réchauffement à 2 degrés rapporterait selon eux plus que ça ne coûterait. C'est la volonté politique qui fait défaut plus que les savoir-faire techniques selon ces experts onusiens. Une réaction forcément, David Soulard, vous êtes directeur général des meubles Gauthier. L'environnement, en tout cas, les injonctions sur le climat aujourd'hui, vous les subissez. Non, on les subit, puis au-delà de les subir, parce qu'on est sur la côte vendéenne et on voit particulièrement la partie de la montée des eaux. Mais en tout cas, nous, Gauthier, on a fait un choix de recyclage. Aujourd'hui, on utilise de moins en moins de bois de forêt, parce que je pense que l'avenir, c'est de réutiliser les produits qui viennent d'anciens, en fait. L'économie circulaire. L'économie circulaire, c'est un des éléments majeurs, et parce que qu'est-ce qu'ils consomment, c'est de produire des produits, des matières premières principales. Donc en fait, il vaut mieux recycler, ça c'est un premier point. Et puis après, il faut aller chercher pas loin avec le Made in France. Oui. C'est pas parce que les conteneurs coûtent 10 fois moins cher en ce moment qu'il y a un an qu'il faut de nouveau réimporter en masse pour rejeter demain un maximum de produits dans les déchetteries. Oui, en tout cas, c'est un sujet très important. Autre sujet, la libération du journaliste français Olivier Dubois après 711 jours de captivité au Sahel. Oui, il fallait bien ça pour causer un instant de répit, de consensus à l'Assemblée juste avant les tensions de cet après-midi. Et oui. Dans ce contexte, rare moment de consensus à l'Assemblée nationale, des applaudissements de gauche à droite juste avant l'examen des motions de censure. Cette libération d'Olivier Dubois constitue un immense soulagement après 711 jours passés en captivité, la plus longue pour un journaliste français retenu en otage depuis la guerre au Liban, se félicite Reporters sans frontières. Dans un communiqué, Emmanuel Macron fait part de son soulagement. Il remercie le Niger. Olivier Dubois est arrivé justement au Niger souriant tout à l'heure à l'aéroport de Niamey, aux côtés d'un humanitaire américain également libéré de captivité. Je me sens fatigué, mais je vais bien, lancer celui qui, avant sa captivité, avait travaillé notamment pour Libération, Le Point ou encore pour le magazine Jeune Afrique.
Philippe Bilger, on ne peut que saluer ce retour. C'est une formidable nouvelle et bien sûr, on nous dira qu'on n'a rien payé. Oui. Ah bah. c'est clair, comme d'habitude. L'homme de presse, forcément, on parle d'un journaliste, René Chiche. Bien sûr, moi je suis ravi de cette libération. En même temps, ça montre la précarité de certains statuts dans le journalisme, parce que c'était un journaliste, je crois, indépendant. C'était pas un salarié. C'est vrai que quand vous êtes un journaliste indépendant sur des terrains de guerre aussi compliqués, c'est extrêmement dangereux parce qu'on n'a pas le poids d'une grande entreprise de presse derrière elle. Et d'une rédaction, mais bien sûr, de rédaction. Exactement. Mais bien sûr, cette libération. Mais c'est très courageux aujourd'hui d'être journaliste indépendant. Ah oui, alors là, c'est extrêmement courageux. Il y en a pas mal actuellement en Ukraine qui sont indépendants et qui prennent d'énormes risques, donc on peut que les saluer. Merci beaucoup en tout cas, Félix Mathieu. Vous restez avec nous, on revient dans quelques instants. Philippe Bilger est avec nous, René Chiche est avec nous et David Soulard, le directeur général des meubles Gauthier. Et vos appels 0826 300 300. Dans un instant, on va revenir sur cette motion de censure du groupe Lyot et du RN qui est en train d'être votée ou pas à l'Assemblée nationale. On vous attend, on fait une toute petite pause. En direct du Salon Franchise Expo Paris, depuis le stand de la Fédération Française de la Franchise, les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue au Salon de la Franchise en direct, bien entendu, avec Sud Radio. Nous sommes sur la Fédération Française de la Franchise. On est très bien accueillis avec pas mal d'entrepreneurs. On est ravis, en tout cas. Ça va, Philippe David? Ça va très bien. Et vous, ça a l'air d'aller. Ah oui, on est un peu dans l'actu à fond. Vous remettez de mon retour, ça va? De quoi? Dans les vraies voix. Parce que je vous ai manqué la semaine dernière ou pas? Manqué? Oui. Oh, j'aurais pas dit ça. Mais bien sûr que vous m'avez manqué. Philippe Bilger est avec nous, René Chiche est avec nous et David Soulard, directeur général des meubles Gauthier, fabricant français de très jolis meubles. Et tout de suite, c'est le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. La tension continue de monter en France. Nous irons, avec d'autres groupes, déposer des motions de censure. Il y en aura donc deux, examinées lundi par l'Assemblée. L'une transpartisane du groupe indépendant Lyot et l'autre de l'extrême droite, le Rassemblement national. Il s'agit d'être utile à notre pays en votant contre cette réforme des retraites injuste et inefficace. Co-signée par les députés de la NUP, la motion Lyot a davantage de chances d'être votée par des élus de droite défavorables à la réforme des retraites. Je regrette que mes collègues de LR ne soient pas signataires, mais j'espère qu'ils seront nombreux à la voter. C'est pas parce qu'on est contre le texte qu'on considère qu'il faut censurer le gouvernement. La responsabilité que nous avons en tant que députés, ça n'est pas d'ajouter du bazar au bordel. Alors que les motions de censure du groupe Lyot et RN sont en train d'être votées ou pas, l'avenir du gouvernement et d'Emmanuel Macron se joue aujourd'hui, moins d'un an seulement après l'élection présidentielle. La question d'un possible remaniement ministériel se pose. Oui, et surtout après les semaines de débats houleux sur les retraites, on l'a vu à l'Assemblée nationale, mais même au Sénat, où c'était quand même un peu tendu. Alors, l'hypothèse du remaniement était déjà envisagée par le président pour relancer son quinquennat. Est-ce que pour vous, il faut un grand remaniement, quel que soit le résultat de la motion de censure qui va être votée dans quelques minutes? Dans les deux cas, vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, vous connaissez un seul numéro, le 0826 300 300. Et la réponse pour ceux qui votent sur notre compte Twitter est de oui à 92%. Notre invité pour en parler, Olivier Roucan, qui est avec nous en direct. Bonsoir, merci. Bonsoir. D'être en direct sur Sud Radio. Vous êtes politologue, enseignant-chercheur en sciences politiques et chercheur associé au Centre d'études et de recherche de sciences administratives et politiques. Olivier Roucan, avant de revenir vers vous, forcément un tour de table avec Philippe Bilger sur ce remaniement. Philippe, et nos auditeurs nous disent oui, il en faut un 92%. Alors il est évident que si la motion de censure est votée, il y aura un changement, bien sûr. Mais j'ose dire que même si elle ne l'est pas, à quelques voix près, probablement dans ce cas-là, un président de la République ne pourra pas ne pas tenir compte du fait que la motion de censure a failli être votée. J'entends bien qu'Emmanuel Macron déteste se voir imposer des injonctions venant de l'extérieur, mais il me semble qu'il sera obligé de bouger d'une manière ou d'une autre, et je dirais même que si elle n'est pas votée comme c'est probable, eh bien il aura des motifs aussi bien politiques que techniques pour changer son gouvernement. Sinon, les ministres, pas la première ministre sans doute. Et René Chiche? Oui, alors quel que soit le résultat de cette motion de censure, moi je suis d'accord avec Philippe, un remaniement ministériel s'impose. Mais à mon avis, il faudrait un remaniement ministériel de choc.
avec d'abord le départ d'Elisabeth Borne, parce qu'il faut constater que c'est un échec, ce qui vient d'arriver pour elle. Il y a beaucoup de ministres qui pourraient disparaître et personne ne se rendra compte. Alors là, j'allais dire, voilà, sur les 42 ministres, à mon avis, les Français peuvent en citer peut-être 5 ou 6, vous voyez, sur les 42 ministres qu'il y a exactement. Et encore. Donc il faudrait déjà un gouvernement plus rétréci. Moi, j'avais dans mon idée une idée de gouvernement, un gouvernement qui serait un peu un gouvernement non pas d'union nationale, mais qui rassemblerait d'abord des poids lourds de la politique aussi bien de droite, certains qui se sont d'ailleurs déclarés favorables à un accord de gouvernement avec Macron, je pense par exemple Rachida Dati, qui est avec Patrick Roger ce matin. Exactement. Pourquoi pas Jean-François Copé, exactement. Mais qui serait le Premier ministre? Qui serait le Premier ministre qui Bruno Le Maire. Eh bien, alors je ne suis pas d'accord justement. On a un petit peu parlé vendredi, Cécile, je ne sais pas si vous en souvenez. Moi, je ne crois pas que ça peut être Le Maire ou Darmanin. Ce sont des gens qui sont, à mon avis, beaucoup trop... Même si on l'apprécie ou pas, à mon avis, celui qui pourrait être le Premier ministre, parce qu'il sait, même s'il est très pro-Macron, il s'est quand même un petit peu déclaré, parfois un petit peu opposé. Allez, balancez le nom. Eh bien, je dirais François Bayrou, qui est un poids lourd politique. Enfin, qui a un problème de mise en examen, c'est un peu gênant. Il a dû démissionner pour un coup de mise en examen. David Soula. Nous, l'impact au niveau des meubles, en tout cas des ventes, c'est plus de 30% de chiffre d'affaires en moins depuis quelques jours sur l'Île-de-France. C'est sûr que le français tourne au moral et c'est dommage de gâcher ces 2 années où on a quand même mis beaucoup d'argent sur la table pour que notre pays se tienne, ce qui était le cas, parce que quand on compare avec d'autres pays d'Europe, donc pour nous, c'est des franchisés, c'est des entrepreneurs. Oui. Donc aujourd'hui, c'est le salon des entrepreneurs, donc c'est vrai qu'il y a quand même des inquiétudes. Donc ce que je souhaite, c'est quand même qu'on aille très vite vers une stabilité, que ce soit avec un remaniement ou pas. Mais absolument, en tout cas, voilà. Et vous avez bien raison. Et notre invité, bien entendu, pour en parler, Olivier Roucan, politologue, forcément, remaniement ou pas, comme disait Philippe, il faudra que ça crée un précédent auprès d'Emmanuel Macron. Oui, dans tous les cas, la situation est difficile, c'est le moins qu'on puisse dire, parce qu'il faut justifier d'un remaniement par une nouvelle alliance qui permette d'avoir des majorités, parce que c'est ça le fond de l'affaire. Or, à part l'intégration d'un tiers ou plus des Républicains, je ne vois pas comment le socle majoritaire pourrait s'élargir. Ce qui se passe ces derniers jours ne permet pas de penser que de façon stable, un gouvernement, même remanié, puisse avoir un tel apport. Ou alors la partie va se jouer dans les jours qui viennent. Mais le fond de l'affaire d'un remaniement, c'est d'avoir des majorités stables pour des textes. Alors est-ce qu'inclure une aile suffisante de la droite le permettrait? Encore une fois, ce qui se passe depuis quelques semaines sème le doute. On peut difficilement faire ce pari, même si les choses sont jamais totalement fermées en politique. Quant à changer le gouvernement pour mettre de nouvelles têtes qui sont des personnalités individuelles, des notoriétés, est-ce que ça suffit aujourd'hui pour, encore une fois, avoir des majorités sur des textes aussi difficiles que ceux qui sont annoncés sur l'immigration, sur un nouveau budget à construire pour 2024 qui s'annonce particulièrement difficile sur le plan de la dépense publique? Bon, voilà, ça va être... il ne suffira pas de faire un changement cosmétique en intégrant des notoriétés qui ne représentent pas suffisamment d'élus derrière eux pour, encore une fois, garantir une majorité. Et je ne sais pas si la question de fond, c'est Madame Borne ou pas. C'est pas ça finalement la question de fond. Oui. Olivier Roucan, quand on voit aujourd'hui l'image, les mensonges, les non-dits, tout ce qui a été dit durant cette tractation autour de la réforme des retraites, est-ce que l'image des politiques n'est pas encore plus usée aujourd'hui? Est-ce que finalement, qu'on mette n'importe qui, ce sera pareil? Il y a plusieurs indicateurs qui montrent bien à quel point la fracture s'est rouverte. Elle n'a jamais été vraiment refermée, mais s'est rouverte après l'épisode de 2017 où il y a eu un temps un surcroît d'espoir et de crédit porté à la politique, puisque l'alternance est faite en 2017 sur le thème du renouveau.
Bref, il y a eu un moment un peu plus favorable et puis ça se délite à nouveau et particulièrement après la crise de la Covid et la période ouverte en 2022. Là, on est sur de la colère. Le baromètre de la confiance politique indique une dégradation des indicateurs dans cette relation aux politiques. Et alors, ce qui est intéressant aussi dans cette enquête de fond qui est menée tous les ans, c'est qu'elle indique que l'opinion attend il y a un problème de liaison. Une capacité au compromis, une capacité à la négociation. Et donc là, ce qui se passe ne peut pas contenter l'opinion parce qu'on n'est pas sur un moment d'ouverture, de négociation, de tempérance. On est vraiment sur le 49.3, une sorte de mise en scène d'une autorité, alors qu'on voit que ça ne correspond plus du tout aux attentes, contrairement d'ailleurs à la séquence 2017 où il y avait une demande quelque part d'un présidentialisme un peu vertical. Là, c'est pas du tout ce qui est attendu depuis 2022. Or, c'est ce qui apparaît. Et donc, ça augmente, en effet, je dirais, l'incompréhension entre le citoyen ordinaire et le pouvoir. Olivier Roucan, est-ce que vous pourriez nous donner votre avis sur les derniers événements? Est-ce qu'au fond, il n'aurait pas été intelligent et courageux à la fois de la part du président d'aller jusqu'au vote? Et au fond, là, nous aurions eu vraiment l'issue d'un cheminement démocratique. Est-ce que là, il n'a pas commis une erreur? Parce que, imaginons Roger, eh bien, il aurait pu sortir par le haut d'un projet en disant que le Parlement n'en voulait pas. Est-ce qu'il n'a pas commis une erreur, à votre avis? Je pense, si vous voulez, que l'erreur de base, c'est de ne pas avoir dit aux Français clairement les raisons de cette réforme, qui sont pourtant des raisons entendables, c'est-à-dire qu'il y a la volonté de faire des économies et dans une perspective de désendettement du pays, c'est le fond de l'affaire. Or, ne pas l'assumer met en porte-à-faux toute la suite du débat qui est incompris, incompréhensible, et alors après on essaie de le limiter, ce débat, notamment à l'Assemblée. Et en effet, on le limite à tel point que la base de la démocratie parlementaire, c'est qu'à un moment donné, il y ait un vote. Et donc là, il n'y en a pas eu, il n'y en aura pas. Et dans une séquence où en rafale ont été utilisés les outils de ce qu'on appelle le rationalisme parlementarisé, c'est-à-dire le fait qu'on met les députés et les sénateurs sous contrainte, pour couronner le tout, on utilise le 49.3, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, qui accroît l'incompréhension, tant et si bien qu'aujourd'hui, ce moyen constitutionnel, légal, et qui a pu par le passé être considéré par l'opinion comme étant légitime, on sait aujourd'hui qu'il est devenu un motif de rejet auprès de l'opinion publique sur la pratique du pouvoir. C'est-à-dire que toute une partie de l'opinion, quand elle entend aujourd'hui 49.3, dit c'est pas démocratique. René Chiche veut réagir. Oui, j'aurais juste une question très courte à vous poser qui amènera peut-être une réponse peut-être aussi courte. Moi, j'ai l'impression quand même, est-ce que vous ne pensez pas que quand même le sort d'Elisabeth Borne est scellé? Est-ce que vous pensez que le gouvernement avec Emmanuel Macron peut continuer avec Elisabeth Borne à sa tête? Ce sera difficile pour ce gouvernement, après ce que nous venons de vivre, de retrouver une dynamique. Donc oui, il y a une usure prématurée de ce gouvernement et peut-être sans doute de cette première ministre, mais lui a-t-on donné véritablement sa chance, puisque là, elle a été obligée par une réforme qui n'est pas sa marque, en fait. C'est pas Elisabeth Borne qui veut foncièrement passer à 64 ans et faire cette réforme. Donc, c'est une interrogation sur aussi le président et l'idée qu'il a eue en la nommant. Parce que si c'est pour l'user aussi vite, on se demande à quoi ça sert. Oui. Allez, 0826 300 300, Romain qui est avec nous des Yvelines. Romain, vous vouliez réagir? Romain, vous nous entendez? Vous êtes passé sous un tunnel, Romain. Romain, vous êtes avec nous?
Je vais poser une question à Olivier Roucan. Est-ce qu'il n'y a pas quand même une question qui se pose? Parce que si jamais, vous le disiez, on le disait avec les vraies voix tout à l'heure, il fait venir des ministres de droite comme l'ont demandé Rachida Dati ou Jean-François Copé, là les LR c'est terminé parce que ça implose une bonne fois pour toutes et ça clarifierait la situation. Est-ce que finalement ce serait pas l'idée viendrait pas de là, parce que là au moins il ira, enfin après avoir tué le PS, il achèverait, on va dire, les LR. L'idée sarkozyste. Oui. Disons que c'est bien entamé. On voit bien aujourd'hui quand même que le groupe LR se divise. Donc pour continuer, il faudra expliquer aux électeurs et à l'opinion sur quoi ils sont d'accord. Parce que là, ils ont tellement montré ce sur quoi ils n'étaient pas d'accord que oui, la question se pose. Maintenant, encore une fois, mettre quelques notoriétés, bon, je dirais pas du passé, mais qui ne représentent pas la régénération au sein de la droite classique. Copé, Dati, bon. Faire monter ces notoriétés au gouvernement, il n'est pas du tout dit que ça entraîne le groupe LR actuel. Donc, est-ce que ça permettra à des majorités de vivre sur des textes? Rien ne le dit. 0826, on a retrouvé 300, on a retrouvé Romain. Romain, vous êtes de retour avec nous? Oui, tout à fait, vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien, allez-y. Allô, vous m'entendez? Oui, on vous écoute. Oui, ouais, non, moi je voulais réagir dans le sens où, en tant que citoyen français, effectivement, je pense qu'il y a dans la grande majorité de la population, et on le voit sur les sondages que vous passez, etc., il y a une fracture claire et nette dans la confiance envers la politique. Il y a beaucoup de ruptures. Ça peut être aujourd'hui, le remaniement, il peut être perçu comme un signe de faiblesse par l'opposition, mais j'ai envie de dire, quelle opposition, quoi. Quand on voit que LR, en fait, sont dans la grande majorité affiliés au gouvernement, déjà, c'est plus réellement une part d'opposition. On peut vraiment se poser la question, en fait, sur les objectifs politiques et l'évaluation qui vont faire, en fait, ce remaniement par rapport à la performance de chaque membre. Mais en fait, sur 42 ministres et sur la totalité des mandats, on va dire, d'Emmanuel Macron, il n'y a jamais eu autant de mise en examen. Et en 2017, lorsqu'il est passé, il a annoncé qu'un ministre qui n'était pas carré de la touffe, il dégageait direct. Et en fait, les gens sont en train de s'apercevoir qu'il y a un mensonge permanent, qu'ils se font manipuler. Au régional de 92, on a retrouvé Romain, je crois. Romain ? Oui. J'ai été coupé. Là, vous étiez coupé. Est-ce que vous, Romain, vous seriez pour un remaniement ? Moi, complètement. Je ne sais pas si vous aviez entendu, j'étais dans mon médiatrice, mais en fait, il y a, comme le disait tout à l'heure Philippe, le président est un président qui déteste les injonctions extérieures. C'est peut-être une preuve un peu d'autoritarisme d'ailleurs, mais quand on veut un gouvernement pour une majorité, un gouvernement de coopération, mais il y a déjà un problème dans l'opposition. Il y a LR est affilié en fait à la Macronie. Ils ont des objectifs. Le gouvernement Macron a des objectifs politiques et une évaluation qui est bien spécifique à lui-même. Depuis la prise de ses mandats en 2017, Emmanuel Macron a annoncé qu'un membre du gouvernement qui n'était pas exemplaire devait partir. On n'a jamais eu autant de mise en examen, etc. Alors il y a la présomption d'innocence. Ok. C'est la saison qui veut ça. C'est une fracture, ouais, peut-être c'est le printemps, ça fleurit. Il y a une fracture complète dans la confiance du peuple envers les politiques. Et là, ça s'est transformé en colère avec cette preuve d'autoritarisme du président, où en fait le peuple s'aperçoit que ses revendications propres, le pouvoir d'achat, la santé, la souveraineté énergétique, l'immigration, la sécurité, la défense, tout ça en fait c'est mis de côté complètement. Et on vient passer des trucs de réforme où les commissions sont en train de dire ok, il va avoir un certain déficit sur un moment, mais dans tous les schémas, oui. Romain, vous restez avec nous parce qu'on doit absolument partir en pub. Ça tombe bien, vous restez avec nous parce que dans un instant, vous allez choisir contre qui vous allez pouvoir jouer. Merci beaucoup Olivier Roucan. Je ne sais pas s'il nous entend, politologue, enseignant, chercheur en sciences politiques et chercheur associé au CERSA, le Centre d'études et de recherche de sciences administratives et politiques. Vous restez avec nous dans un instant. C'est le quiz de l'actu. À tout de suite.
Merci de votre fidélité tous les jours, un peu plus, hein, oui. c'est ça. De Tous les plus en jours, plus, vous c'est êtes de très plus en bien. plus nombreux. Vous n'arrêtez pas de nous le dire, là. Vous passez depuis tout à l'heure, vous faites des coucous. On nous fait des et tout, coucous, au salon des de la clins franchise, d'œil. Si vous voulez nous voir, on est à la Fédération française de la franchise. C'est nous qui faisons le plus de bruit. Donc comme ça, vous ne pouvez pas nous louper. Et avec nous, bien entendu, Romain des Yvelines est avec nous. Dans un instant, il va choisir contre qui il veut jouer, parce que c'est le quiz de l'actu. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Mon cher Romain, avez-vous choisi la personne contre laquelle vous allez jouer? Est-ce que c'est David Soulard, le directeur général des meubles Gauthier? Est-ce que c'est l'honorable Philippe Bilger? Ou est-ce que c'est le vénérable René Chiche? Contre qui? Quel est votre choix? Vu que je peux pas jouer contre vous, je vais choisir David Soulard parce que j'aime beaucoup la menuiserie. Vous aimez beaucoup la menuiserie. Alors attention. Alors attention. Donc, c'est un quiz qui va envoyer du bois. Mon cher Romain, ce qui veut dire que vous avez avec vous absolument Philippe Bilger et René Chiche. Allez, première question. Dans quelle édition du Salon de la franchise sommes-nous aujourd'hui? 41e. Oh Bonne réponse. Non mais ça c'est vrai. Ça c'est bon. On allait me dire qu'il n'y avait pas de buzzer. On l'a laissé espérer. Bon, je crois que c'est le dernier point que vous allez marquer, hein, mon cher David Nous, Soulard. Gauthier, c'est 10e. Voilà, c'est ça. 2 points. Allez, une question Kikadi. Kikadi, c'est incontournable. Ouais. Question Kikadi. Kikadi, sortons du cercle dans lequel on est en train de tomber la vie politique française. Retrouvons nos repères. Il y a le mot cirque, je l'ai lu. Bah oui, vous en avez même parlé tout à l'heure, Philippe Bilger. Le maire. Bonne réponse de Philippe Bilger. Merci Philippe. Philippe Bilger a gagné 2 points. Question Kikadi. Kikadi, je ne dirai jamais qu'il faut arrêter la mobilisation. Tant que la réforme à 64 ans est proposée, il faut continuer. Berger. Non. Martinez. Non. Alors un moins connu. Un vieux de la vieille. Un vieux de la vieille. Ouais. C'est pas Mélenchon. On en a déjà. Mélenchon, c'est Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon. 2 points. Je ne sais pas si vous l'avez dit avant, Romain, Jean-Luc Mélenchon. Je me demande si vous ne l'avez pas dit un petit peu avant. Oui. Ah bah oui. À la VAR, ça passe De pile toute poil. façon, c'est le même camp. On est ensemble. Mais c'est intéressant de. 4-2. Tiens, Pour une dire, autre. pour dire que Romain répond quand même aux questions. Il répond bien, oui. Allez, encore une question. Encore moi, je une meuble. question. Oh, elle est très bonne Et celle-là. pour aller plus vite que René Chiche. Encore une question Kikadi. Kikadi, la vraie motion de censure est celle du gouvernement contre le peuple. C'est pas Ruffin. Bonne réponse de Philippe Bilger. Bravo, mais ils sont forts ces petits-là, mais ils sont forts. Question Kikadi. Kikadi, il y a quelques années, attention, et c'est revenu sur Twitter aujourd'hui. Éric Zemmour, je le connais, il n'est pas raciste, c'est un brillant. Mélenchon. Bonne réponse. Bravo Mélenchon, Jean-Luc Mélenchon. Ça va David Soulard? Vous vous sentez un peu seul ou pas? Oui, un peu seul. On a fait le trou là. C'est utile quand on monte des meubles, les trous. Oui, absolument. Allez, question censure. Avec l'utilisation du 49.3, quel député LFI a annoncé une censure du peuple et une censure de l'Assemblée? Alors, C'est pas Bompard. Non. Lachaud. Non. Non, Guettet. non, Non. c'est un homme. Un homme. Ruffin. Bonne réponse. Encore Ruffin. Bravo. Il n'y a que lui. Bah, bravo Romain. Bravo Romain. Merci. 2 fois Mélenchon Ouais. et 2 fois Ruffin Oui. dans les réponses là. Oui. Kikadi du 49.3, c'est un outil qui, dans notre Constitution, pour dire sur les textes que nous jugeons importants, et c'est l'intérêt général du pays de le voter. Alors donc c'est quelqu'un. La un majorité, ministre. ça. Oui, René- absolument. Véran. C'est pas Dussopt. Non, moins connu. Non, moins connu que Moins connu. Dussopt. Il était. C'est évidemment pas atteint. Il avait des concessions. Oui. Des concessions Peugeot avant. Et il est venu chez Patrick Roger il n'y a pas longtemps dans le Grand il est Matin. grand. Ah oui, c'est pas le l'escure. Non. Allez, 3 Riester. points. Riester. Bonne réponse. Bravo, David Soulard. C'est marrant, j'avais autre chose pour Yester que la concession. Eh ben oui. Mais j'ai un- Franck. Allez, une la dernière ou pas? Allez, Une dernière question. Kikadi, la première ministre est solide et je la soutiens dans son action. Ouais, c'est du ça. Bonne réponse. Bravo. Bilger. Dans une forme olympique. Et donc, bien entendu,
Romain, c'est vous qui avez gagné. Bah oui, vous avez gagné. Voilà. 10-4. Je suis désolé pour Beau David. score. Mais 4, c'est pas mal. Oui, c'est bien. Vous pensiez ne pas marquer de points. à fait. Vous en avez Désolé, pas. David, hein, je Et savais que vous Romain, aviez il a mis pas grave. beaucoup la de victoire sien, chevillée hein. au corps. Voilà, c'est ça, la victoire chevillée au corps. En tout cas, vous restez avec nous dans quelques instants. Le coup de gueule de Philippe David contre la... bouchez-vous les oreilles, Philippe. Justice. Voilà. On fait une petite pause. En direct du salon de la Fédération française de la franchise, et on est au salon de la franchise, c'est à Porte de Versailles. Voilà, si vous voulez vous reconvertir ou rencontrer de belles entreprises, c'est ici qu'il faut venir. Allez, vous restez avec nous, on revient dans un instant, à tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et vous avez bien fait de nous rejoindre parce qu'il se passe plein de choses aujourd'hui, effectivement, en direct de la Fédération française de la franchise. Nous sommes à Paris, Porte de Versailles, au salon de la franchise. Superbe salon. Avec Philippe Bilger, avec notre ami René Chiche, aussi le grand patron de presse de du l'histoire. monde, de la Terre. Mais Absolument. De l'univers. De On l'univers. n'a même plus à le L'univers. préciser. On ne sait même plus Bientôt de mars. comment Ça l'appeler. va être mars aussi. Et avec notre vraie voix qui vient de débarquer, c'est Olivier Vernuise qui était avec nous, directeur général de Cave à Vin. Bonjour Bonsoir. Olivier. Bonsoir. Comment ça va? Super bien. Salon de la franchise. Aujourd'hui, Deuxième jour, on est à la moitié, ça se passe super bien. super bien. Aujourd'hui, 200 franchises. Près de 200 Cave à franchises vin. en France et à l'international. D'accord. Et là, Oui. on en espère combien pour ce salon? En fait, le salon nous permet de recruter des gens qui vont sous 6 mois ouvrir, mais si ce sont des internationaux, sous 2 ans. Donc, en général, on est sur un rythme d'une 20aine par an. Et après, il faut raisonner sur le solde entre ceux qui prennent leur retraite et les nouveaux. Mais en tout cas, on prépare le réservoir pour la suite. Vous êtes implanté dans quel pays aujourd'hui? On est beaucoup en Europe et en Afrique. Donc on est en Irlande, en Angleterre, en Suisse, en Belgique, en Moldavie, bientôt en Géorgie. On est au Congo, on ouvre Kinshasa dans les semaines qui viennent. On est en Côte d'Ivoire, on est au Maroc. Ah, c'est pas mal. Ah oui, c'est bien. Pas mal de problèmes climatiques, hein, on le voit, la sécheresse. Est-ce que ça a changé quelque chose? Parce que beaucoup de viticulteurs nous disent que malgré la sécheresse, finalement on arrive à avoir des grands vins. On a des grands vins. 2022 pourrait être l'équivalent de 1947, qui était un millésime ultra solaire et génial. Ouais. En fait, c'est le taux d'alcool qui monte très vite. Donc c'est bien regarder à quel moment faut récolter pour bien maîtriser ça aussi. Et est-ce que aujourd'hui on a de jolis, c'est quoi aujourd'hui les grands vins, les grandes, qu'est-ce qu'on vient acheter le plus? Qu'est-ce que les femmes achètent? Qu'est-ce que les hommes achètent? Est-ce qu'il y a des vins qui sont à la mode? Alors la mode, elle évolue au jour le jour, elle dépend de l'emplacement aussi du franchisé. Donc le rosé est toujours en train de se développer, hein. On en avait parlé pendant le confinement. Absolument. Mais ça continue toujours. Les vins de Loire avec un taux d'alcool plus faible, plus rond, plus minéral fonctionnent très bien. À l'inverse, Bordeaux a un petit peu perdu, Bourgogne a un petit peu perdu, et on est plutôt sur le Val-de-Loire, sur le Languedoc, sur des vins ensoleillés, fruités ou légers. Voilà, et vous êtes venus les mains vides, bravo. C'était pas l'heure et il n'y a pas d'heure. Je plaisante, bien entendu. Allez, tout de suite, le coup de gueule de Philippe David. Les vraies voix Sud Radio. Et c'est un coup de gueule contre la justice dont une décision vient de causer la démission du maire de Kievrechin dans le Nord. Pour quelle raison cette démission? Le 8 mars, un jeune homme de 17 ans roulait sans casque sur une moto non immatriculée et non homologuée. Il a pris la fuite, a refusé à 2 reprises d'obtempérer avant que les policiers municipaux l'arrêtent. Problème, le parquet de Valenciennes a ordonné de le relâcher et de lui rendre sa moto. Les faits reprochés au jeune homme ne sont nullement des faits de rodéo urbain, a précisé la procureure. Alors le jeune a eu pour simple peine un simple rappel à la loi et le maire, écœuré d'être abandonné par la justice, a démissionné. Alors j'aimerais qu'on ait la même mansuétude pour les conducteurs qui se font flasher pour 10 km/h de trop sur une autoroute déserte, comportement routier beaucoup moins dangereux que celui de ce motard. Enfin, si on peut rendre une moto non homologuée à son propriétaire, on devrait aussi laisser circuler librement les véhicules équipés de pneus lisses ou n'ayant pas fait leur contrôle technique. Après tout, c'est très discriminant, non? Oula. Il n'a pas tort, Philippe Bilger. J'adore les indignations de Philippe David et je continue à avoir envie de rire à chaque fois que je vois sa brouille. Mais il peut dire, je vous rejoins totalement, Philippe. Là, pour être sérieux, cette indignation est justifiée. On se demande si parfois les parquets, Dieu sait que je défends la magistrature globalement, entendons-nous, peut tomber sur la tête même. Oui, moi je suis d'accord avec les deux Philippe. C'est une situation totalement ubuesque, exactement. Voire même ridicule. J'ai l'impression que c'est un sketch cette histoire. C'est incroyable.
Est-ce que vous comprenez finalement que les maires de villages ou de communes se disent j'arrête parce qu'en fait on les comprend d'autant mieux, ma chère Cécile, que en réalité ils sont tous les jours l'objet d'attaques, de violences, d'agressions. Et donc à partir dans une normalité, déjà la justice doit fonctionner efficacement, mais alors qu'eux ils sont victimes trop souvent, là je comprends qu'ils en aient assez. J'allais dire autre chose. Oui, mais vous avez raison de dire comme ça. On a bien compris. Olivier Mermuz. Je trouve qu'ils engagent leur responsabilité, mais aussi leur impopularité. Et c'est ça l'enjeu. Ils sont responsables de plein de choses, mais les gens vont les critiquer pour des choses où en fait c'est l'administration française en ce moment qui prend le dessus, et c'est le côté procédurier qui embête au quotidien. Et dans le commerce, on a la même chose. Oui, c'est ça. On a le commerce de nos lois en fait. Oui. Non, mais vous avez raison. Et d'ailleurs, il y a de moins en moins de gens qui aspirent à être candidats à la mairie pour ce genre de raison. C'est vrai. Je vous confirme, quand vous voyez ce que vous êtes payé, le nombre d'heures que vous faites et le peu de reconnaissance que vous avez de vos administrés parfois, tout à fait. Parce que le maire, on l'appelle H24. Absolument. Alors que c'était la fonction la plus respectée. Ouais. Absolument. On adorait nos maires de communes. Oui. Et je trouvais que c'était le plus beau métier du monde. Absolument. Parce que c'est un métier au carrefour de plein de choses finalement. Il est formidable. Exactement. En tout cas, vous restez avec nous, on revient dans quelques instants. Mais tout de suite, le top clic de Félix Mathieu. Bah oui. Les vraies voix Sud Radio, ça fait du clic sur les réseaux sociaux. Vous avez vu la mauvaise foi? Mais bien sûr, je sais, avec Félix Mathieu. Et l'Assemblée. Bonsoir Félix. Bonsoir. L'Assemblée nationale examinait cet après-midi les motions de censure contre le gouvernement, et la fin du discours de Charles de Courson provoque beaucoup de commentaires. Oui, peut-être la non-fin de son discours. Charles de Courson, ce député centriste, vous savez, qui portait la motion de censure transpartisane du groupe Lyotte, on l'écoutait tout à l'heure, et il n'a tout simplement pas pu finir son discours qui était calibré avec visiblement quelques secondes en trop sur le quart d'heure réglementaire. Madame la Première ministre, mon cher collègue. Nous avons proposé une porte de sortie, retirer votre projet et nous remettre au travail. Merci beaucoup. Aujourd'hui, je vais vous dire notre inquiétude. Nous voyons un pays qui se déchire, des institutions bloquées, une démocratie aujourd'hui. Je vous remercie de conclure, mon cher collègue. Aujourd'hui, nous avons besoin de retrouver le chemin de l'écoute, du dialogue, du respect de nos concitoyens. Je vous remercie. Charles de Courson, qu'on voit à la tribune, continuer son discours malgré son micro fermé. La présidente de l'Assemblée revient donc à la charge. Je vous remercie de bien vouloir quitter la tribune, mon cher collègue. Mes chers collègues, dans cette Assemblée, nous avons des règles, des temps de parole qui sont limités. Je vous demande de quitter la tribune. Quel symbole, écrit Aurélien Saint-Toul de la France Insoumise, qui partage cette fin de discours tronqué. Charles de Courson est coupé par la présidente pour quelques secondes en trop. Le parlementaire achève son discours. Les macronistes auront été mesquins et brutaux jusqu'au bout, écrit l'insoumis Aurélien Saint-Toul. Petite réaction, Philippe Bilger, rapidement. Faut pas exagérer, les règles sont valables pour tout le monde. J'aime beaucoup Charles de Courson, d'accord. Et parmi les hashtags en top tendance, Félix, on trouve aussi Caligula. Bah oui, ça peut arriver. L'empereur romain revient dans l'actu du fait de Mathilde Panot, figurez-vous. On lit ici et là qu'Emmanuel Macron se rêve en Jésus-Christ. Il ressemble davantage à Caligula, cet empereur devenu ivre de son pouvoir, a lancé la présidente du groupe Insoumis à l'Assemblée nationale avant de revenir à cette comparaison au moment de conclure son intervention. Le désir de battre Emmanuel Macron et sa réforme est devenu contagieux. Même l'empereur Caligula a été vaincu. C'était après s'être regardé dans le miroir qu'Emmanuel Macron contemple son reflet. Il y verra bientôt sa chute. Alors, des réactions très variées à ce discours. Certains s'amusent de la ressemblance entre des bustes de Caligula et des photos du président Macron sur Twitter. Ave Macron, peut-on lire. Beaucoup d'insoumis saluent un discours magistral de Mathilde Panot. Bon, d'autres trouvent forcément la comparaison un peu excessive, comme Clément Garin qui écrit « L'ensemble du discours de Mathilde Panot axé sur l'empereur Caligula. En fin de discours, la députée insoumise souhaite à Macron la même chute que celle de Caligula, qui a été assassiné par une harde d'opposants. Lamentable discours, s'exclame Clément Garin sur Twitter.
Pardon Cécile, Emmanuel Macron n'a jamais nommé son cheval comme consul, en tout cas comme Caligula. Allez, merci beaucoup Félix Mathieu. Vous restez avec nous dans un instant. Le tour de table de l'actu des vraies voix avec bien sûr Philippe Bilger, René Chiche et Olivier Mermus qui est avec nous et qui est directeur général de Cave à Vin. À tout de suite. En direct du Salon Franchise Expo Paris, depuis le stand de la Fédération Française de la Franchise, les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. On est très heureux au Salon de la Franchise, Fédération Française de la Franchise et au Salon de la Franchise avec des entrepreneurs aujourd'hui. Si vous voulez embrasser Philippe Bilger comme du bon pain, ben vous pouvez venir le toucher. Vous pourrez choisir. Oui. Bien sûr que vous pourrez choisir Philippe David, mais quand vous verrez cette horde de femmes se jeter pour vous, sur Philippe Bilger, vous êtes de prendre tout en même temps, forcément les embrasser tout en même temps. René Chiche est avec nous, ça va René? Non, je suis jaloux de Philippe Bilger. Non mais je sais, je suis jaloux. Il est là, dans le micro. Cher Cécile. Oui, je sais, mais Philippe Bilger est attractif. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ah bah oui. Et puis pour atteindre Philippe Bilger, il faut passer au-dessus de René Chiche. René Valentino, c'est pas rien. On va pas avoir assez de place sur le stand. Non. Et Olivier Mermus, comme vous est avec nous, directeur général de Cave à Vin. Ça va Olivier? Super bien. Bah, oui. Vous êtes bien. On s'amuse bien ici. Bah, oui, ça c'est bien. Après une journée de boulot comme ça fait du bien. C'est ça. Vous avez fait un petit peu d'affaires aujourd'hui ou pas? Ah bah tous les jours. Ouais, vous avez fait des affaires. Oui. Vous avez des nouvelles franchises là, c'est bon? On a signé? Ah bah oui. Ça va signer là. Oui, au moins 10. Sur les mois à venir. Ah puis après l'émission, vous allez voir, ça va cartonner. Tout le monde va venir. On veut Philippe Bilger. Et on a de plus en plus de femmes d'ailleurs qui sont cavistes. Ah bah c'est très bien. Ça c'est un joli métier. Une bonne opportunité. Sachant que la clientèle elle est déjà à 60% féminine. Si en plus on a des femmes cavistes dans la même proportion, ça va être un métier très féminin. Ça va être très carré, messieurs. Ah, je dis ça, je dis rien. En attendant, tout de suite, le tour de table de l'actu des vraies voix. Tu sais à quoi je pense? Je pense pas que 2 trous du cul soient plus efficaces qu'un seul. Vous avez raison, c'est exactement ce que je pense. Le tour de table de l'actualité. Et je ne sais pas qui se sent visé par ce jingle. En tout cas, je sais pas, Philippe, vous auriez pu choisir autre chose. C'est pas moi qui ai choisi, c'est Benoît, notre réalisateur. Moi je dis ça, je dis rien. Suivez mon regard. Bref, Philippe Bilger, l'entraîneur de l'équipe de Reims, Will Steele, va-t-il permettre à son équipe de reprendre sa marche en avant? Parce que la nostalgie de ma jeunesse me conduisait à être enthousiasmé par la très grande équipe de Reims. J'ai des scrupules à parler de foot devant notre spécialiste Philippe, et depuis je continue à avoir une tendresse pour Reims. Et on était arrivé à 19e match sans défaite grâce à ce jeune entraîneur belge extraordinaire qui n'a pas de diplôme encore à l'heure actuelle. Ils ont été battus, moi je considère de manière injuste, par Marseille, avec un arbitrage discutable, et ça m'a mis un coup au cœur. J'ai failli mal dormir au cours de la nuit. Et heureusement, je suis persuadé, même s'ils vont jouer à Nantes bientôt, c'est pas gagné, mais j'espère que Reims va continuer à éblouir. On va poser la question au spécialiste, Philippe David. Non, mais c'est une vraie question, mais je voudrais rebondir sur les franchisés, parce que un entraîneur qui n'a pas de diplôme et qui réussit, moi ça me rappelle un entraîneur italien mythique, Arrigo Sacchi, qui était marchand de chaussures au départ et qui a entraîné une des plus grandes équipes de l'histoire, le Grand Milan AC. Est-ce que c'est pas la preuve que le diplôme ne fait pas tout chez un franchisé ou ailleurs? Ah bah chez un franchisé, nous on est là en tant que franchiseur pour amener un savoir-faire. Donc la personne elle vient d'un métier qu'elle connaît pas et c'est nous qui lui transmettons et qui la faisons grandir, et on grandit collectivement, et un entraîneur c'est du collectif. Ouais. Et le club doit payer 25 000 € à chaque fois. Et la grande époque de Marseille, c'était quand même bien un Belge aussi. Absolument, Raymond Jetals. Oui, de toute façon, seul le résultat compte en foot, comme dans d'autres sports. Et en plus, cet entraîneur, c'est un entraîneur très proche de ses joueurs, qui mange avec eux. Et en même temps, il fait partie d'une jeune génération, mais il y a aussi, par exemple, je crois, l'entraîneur du Bayern de Munich, qui est très jeune, qui est aussi dans cette génération. Nagelsmann. Voilà, je crois qu'il y a une nouvelle génération de jeunes entraîneurs qui sont très proches de leurs joueurs, qui eux-mêmes sont jeunes. Donc ça crée visiblement une complicité, une émulation dans l'équipe. Vous avez raison, d'ailleurs, Steele, il a appris son métier sur les jeux vidéo. Olivier Mermus, non? Vous vouliez réagir? Moi, je suis à la Baule, donc à côté de Nantes. Et on a un super entraîneur à Nantes aussi qui a fait un super boulot sans avoir beaucoup de moyens. Et c'est toujours le beau jeu à la nantaise, quelles que soient les générations. Moi, je dis c'est du collectif avant tout, c'est comme la franchise. On aime bien les autodidactes. René Chiche. Oui. Entre rêve de pouvoir et peur de mettre les mains dans le cambouis, pour vous, Marine Le Pen est contradictoire. Oui, alors je l'ai entendu ce matin, elle disait qu'en cas de dissolution et de victoire du Rassemblement National, elle refuserait néanmoins Matignon, alors que
selon ses propres propos, son projet politique serait une totale réussite, qu'elle apporterait des résultats concrets et très rapides aux problèmes des Français, mais que néanmoins, elle refuserait d'être à Matignon. Alors je ne comprends pas, si elle est persuadée que sa politique est la meilleure et que si ses résultats vont être probants très rapidement, pourquoi refuse-t-elle de mettre les mains dans le cambouis alors que ça serait finalement un véritable tremplin pour elle pour l'Élysée? Et puis d'ailleurs, dernière chose, je ne vois pas qui au Rassemblement National pourrait à mon avis être à l'hôtel Matignon. Vous n'allez pas me dire que Mariani. Jordan... Hein, qui ça? Mariani. Voilà, Thierry Mariani, Jordan Bardella, je pense pas qu'ils aient le niveau. Donc je suis un peu surpris. Même si, excusez-moi, en cas de cohabitation, Matignon, c'est plus ascenseur pour l'échafaud que ascenseur pour l'Élysée. Oui, mais attention, selon ce qu'elle dit, sa politique serait probante, elle aurait des résultats très rapides. Donc, à elle de montrer ses capacités d'homme d'État, et à la limite, ça peut être justement, pourquoi pas, et pour changer la donne, un tremplin pour l'Élysée, pourquoi pas? Ah non, alors là, René, je suis de l'avis de Philippe David. Elle n'est pas naïve, Marine Le Pen. Même si elle réussissait à Matignon, il est évident que ce ne serait pas le meilleur moyen pour gagner la présidentielle. Je suis pas pour sûr. Une fois, on est désaccord avec vous, qui êtes là, le phare. Eh bien, il n'a plus de pile, le phare. Olivier Mermuise, vous voulez évoquer les paradoxes en général. Ça, c'est quelque chose qui va plaire à Philippe Les Bigard. paradoxes à la française. Alors, j'en avais plusieurs, mais j'ai celui du vegan. Du vin vegan. Ouais. En fait, moi, j'ai des enfants, et les enfants, quand ils ont 11, 12, 13 ans, ils veulent pas manger de légumes. Et les mêmes, dans 6 ans, ils vont devenir véganes. Et vous savez ce que c'est qu'un vin vegan? J'ai une fois voulu recruter quelqu'un pour la communication chez moi. Elle était végane. Son conjoint était boucher, lui il buvait pas de vin, elle était végane, elle buvait du vin, et quand je lui ai expliqué ce qu'était le vin végane, elle a compris que ça apportait pas forcément beaucoup de choses. Un vin végane, il faut pas qu'il y ait de substances animales à l'intérieur. Donc le vin, il n'y a pas de souci, mais quand on utilise de la colle pour enlever les résidus de levure qu'on a dans le vin, ça s'appelle le collage, et ça en général c'est de la colle qui est faite à base de poisson. Donc ça, pour le coup c'est végane. Ça peut être fait à base de blanc d'œuf, mais pour le coup, ça marche pas, c'est animal aussi. Du coup, ça devient à base de petits pois. Et l'étiquette que vous avez sur la bouteille, pour qu'elle soit végane, c'est aussi de la colle de petits pois. Donc vous voyez jusqu'où va la logique des choses sur des gens qui veulent être véganes, et je trouve ça très drôle. C'est comme les notes à l'école qui sont passées en couleur, et les mêmes enfants, 5 ans après, ils vont donner des notes sur Google à tout le monde. Oui, mais Olivier, là où je ne vous rejoins pas totalement, mais peut-être qu'il peut y avoir au fil des ans une prise de conscience. On peut ne pas aimer mais je vois bien le paradoxe, on peut ne pas aimer les légumes quand on est jeune et plus tard avoir une sorte de philosophie discutable sur le plan alimentaire. C'est peut-être une forme de maturité et pas d'absurdité. Mais quand vous êtes vegan, Philippe, vous épousez un boucher? Non, pas moi, mais moi. Mais vous savez que ma mère, à l'époque, le brevet existait et je ne travaillais pas assez en 3e. Elle m'a dit, si tu loupes le pré-bac, le brevet, tu deviendras boucher. Cette profession a manqué d'un élément remarquable. Vous dites pas que c'est la fin des haricots après les petits pois, en entendant les arguments de Philippe Bilger. Non, par contre, moi, si les gens mangent moins de viande, je vais vendre moins de vin rouge. Oui, c'est vrai. Et du coup, tout ça, faut l'anticiper aussi. Ah bon? C'est vrai. Vous pensez? Ah ça joue. Le vin rouge en ce moment il est en baisse. Il y a la cuisine exotique qui appelle un peu plus de blanc ou de rosé, mais le vin rouge est clairement en baisse ces derniers temps. Oh là là, tout fout le camp, j'ai envie de vous dire. Allez, vous restez avec nous dans quelques instants, le coup de projecteur. On reviendra sur le Emmanuel Macron. Est-ce qu'il est aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'il peut encore tenir 4 ans? Vous venez de nous le dire au 0826 300 300. On est en direct de la Fédération Française de la Franchise, au Salon de la Franchise. On est à Paris Expo et on serait ravis de vous rencontrer, de vous faire des coucous, des bisous et des cailloux. Voilà, comme ça Chouibou genou. Et ben voilà, ou des genoux. Allez, à tout de suite. Bienvenue. En direct du Salon Franchise Expo Paris, depuis le stand de la Fédération Française de la Franchise, les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus.
Et ben voilà, vous savez où on est, au Salon de la franchise. On est à la Fédération française de la franchise avec des entrepreneurs. Vous pouvez pas nous rater. De toute façon, c'est nous qui faisons le plus de bruit. Oui, c'est sûr. Alors, c'est ça. C'est Philippe Philippe Bilger, René Chiche avec cette horde de femmes autour de l'E2. C'est quand même. De femmes. Oui, il y en a pas assez. Il y en a pas. Je sais qu'il n'y en a pas assez. Il y en a déjà pas mal. Olivier Mermuz est avec nous, le directeur général de Cave à Vin. Cave à Vin, combien de caves à vin en France à peu près? En France, 170 et le reste à l'international. On est pas mal. Bien, oui. On boit moins de vin rouge aujourd'hui? C'est en train de baisser, c'est en train de s'équilibrer par rapport au blanc qui reprend des parts de marché et le rosé qui monte évidemment beaucoup. Oui, et là c'est la saison, le rosé, non? Ah oui, ça commence, oui, c'est la saison. On a eu beaucoup de champagne en début d'année, anormalement, curieusement. Les gens sont revus et ils en avaient peut-être pas assez en décembre et ils ont bu en début d'année. Les gens aiment bien le rosé, même en dehors des fortes chaleurs. Ah oui, c'est devenu une tendance sur toute l'année. Et on a de plus en plus de rosés gastronomiques d'ailleurs. En tout cas, vous avez vu beaucoup d'acquisitions ces derniers temps par LVMH, de maisons de rosé, c'est pas pour rien. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, c'est toujours bien de le rappeler. En tout cas, buvez avec modération. Absolument. Allez, tout de suite le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et des sujets comme la santé, l'immigration, l'éducation, la réforme des retraites, des institutions, le chef de l'État se prépare déjà à d'autres sujets pour l'après-retraite justement. Seulement, la crise politico-sociale actuelle risque de réduire considérablement les marges de manœuvre de la politique réformiste d'Emmanuel Macron, Philippe. En effet, Cécile, de nombreux experts estiment que, faute de majorité, politiquement, le quinquennat d'Emmanuel Macron est terminé. Et d'autres disent qu'en cas de non-vote de la réforme des retraites, le quinquennat serait définitivement fini. Et du côté de l'opinion publique, ce n'est pas brillant puisqu'un sondage IFOP pour le JDD publié hier donnait 28% d'opinion favorable au chef de l'État. Alors, est-ce que pour vous, 4 ans, ça peut encore tenir dans ces conditions où il faut des législatives avec une dissolution? Qu'est-ce qu'il faut? Vous pensez une chose, vous pensez son contraire. Un seul numéro, le 0826 300 300. Et en tout cas, pour ceux qui votent sur notre compte Twitter, vous dites que dans la question Macron peut-il tenir encore 4 ans? Vous dites non à 94%. On va en parler avec notre invité Jean Garrigue est avec nous. Bonjour Jean. On a un petit problème de liaison avec Jean Garrigue. Il sera avec nous, historien et président du comité d'histoire parlementaire, auteur de la Tentation du Sauveur aux éditions Payot. Philippe Bilger, on se pose cette question de dire que, vu ce qui s'est passé depuis 1 an, est-ce que les choses peuvent tenir et comment elles peuvent tenir? Alors Philippe, moi, il est évident que les choses vont tenir, qu'Emmanuel Macron ira au bout de son quinquennat. Ça me paraît une évidence et la réalité peut me détromper. Mais je serais très surpris si ça se produisait. En revanche, pourquoi? Parce qu'on peut désapprouver la politique d'Emmanuel Macron, le fait que depuis sa réélection, il semble avoir perdu la main, il n'empêche que c'est tout sauf un être maladroit. Et il trouvera toujours le moyen de durer politiquement, quelles que soient les modalités. Donc je ne dis pas que j'approuve tout ce qu'il va faire, mais à mon avis, c'est évident qu'il va durer jusqu'en 2022. Et je le souhaite... Non, 2027, non, 2023, 2022. Et je le souhaite pour la vie démocratique. Ludovic sur notre compte Twitter nous dit je revisite votre question. Peut-on gouverner dans le mépris des Français et dans la brutalité vis-à-vis de la démocratie parlementaire, René Chiche? Alors, c'est ce qui revient très souvent, ces mots-là. Bon, déjà, Emmanuel Macron, il est confronté à son 2e mandat, qui est une sorte de malédiction pour les présidents qui ont été confrontés à ça. Je veux dire, Chirac et Mitterrand ont eu quand même des seconds mandats très difficiles aussi. Encore que la meilleure chose du quinquennat de Chirac, ça a été l'Irak, ça fait 20 ans aujourd'hui et c'est ce qui restera dans l'histoire. Oui, mais enfin, il a eu quand même un second mandat quand même compliqué. Est-ce qu'il peut tenir jusqu'en 2027? Oui, je pense que oui. Maintenant, on n'est pas à l'abri d'une nouvelle situation. Imaginons qu'il décide une dissolution dans les prochains mois et que finalement... Parce qu'il en parle souvent, il en a parlé à plusieurs reprises. On n'est pas à l'abri de cette optique. Imaginons qu'il y ait une dissolution et qu'il n'ait pas du tout de majorité, qu'il ait face à lui vraiment une majorité hostile. Est-ce qu'il
est-ce qu'il aura envie, lui, d'être dans une cohabitation? Est-ce qu'il est dans la tête, vous voyez, est-ce qu'il a le même état d'esprit qu'un Chirac ou un Mitterrand? Je n'en suis pas sûr. Ça, je pense que dans cette situation, il pourrait effectivement quitter le pouvoir sur cet état de fait. Philippe Bilger, il aime surprendre, j'ai l'impression. Je ne crois pas du tout. Là, bien dans le micro. Je me demande si je ne suis pas tombé dans une démarche intellectuelle erratique parce qu'être en parfaite contradiction. Mais moi j'aime ça quand vous êtes en contradiction avec moi. Me fait douter de moi-même, mais il est évident qu'il accepterait la cohabitation. Est-ce qu'il aurait le talent de François Mitterrand pour gagner? C'est autre chose. Mais bien sûr qu'il l'accepterait. Ah ben et non, mais moi je suis pas d'accord avec vous, Philippe. Je ne suis pas persuadé qu'il accepterait ça. Ça serait pour lui une véritable défaite. Et je pense qu'il serait capable de provoquer des... C'est un être tellement disruptif qu'il est capable de renverser la table et de Trop finalement... narcissique pour ça. Non, bah ça c'est un désaccord que nous avons. Justement, est-ce que c'est pas ça Emmanuel Macron d'aller là où on l'attend pas systématiquement? C'est-à-dire qu'on le pense fini, en fait il renaît ailleurs. Ah bah attendez, il renaît ailleurs. Bah, non mais attendez. Si il fait moi je pars dans l'optique qu'il y a une dissolution, qu'il a une majorité totalement hostile, je ne suis pas sûr qu'il se cantonnerait à un rôle de président potiche. 0826 300 300 et c'est Romain qui est avec nous. Romain, vous voulez réagir? Oui, tout à fait. En fait, on s'aperçoit bien qu'avec 28% des opinions favorables, on est toujours concerné par un président qui est dans les deux poids deux mesures, où l'outrance, la brutalité, la haine, le mépris envers le peuple est permis d'un côté mais pas de l'autre. Il y a un mensonge permanent, des manipulations. Les élus aujourd'hui n'écoutent plus le peuple. Il y a une vraie rupture politique en France. On est dans le mépris d'un président autoritaire. Alors est-ce qu'il peut tenir encore 4 ans comme ça? Personnellement, je ne pense pas, comme la majorité des Français. Mais comme on dit souvent, la gamelle est bonne et je ne suis pas persuadé en fait qu'il y a une réelle opposition majoritaire. On verra ça sur les résultats de la motion de censure. Je pense que Emmanuel Macron est quelqu'un d'intelligent, qui a la capacité intellectuelle et financière, on va dire, de jouer des cartes pour récolter en fait la majorité. On l'a vu dans les médias, excusez-moi, distribuer en fait à des élus. Oui, tout à fait. Des petits points pour leur région, des petits budgets supplémentaires s'ils votaient comme il fallait. Oui. Donc on est là-dedans, quoi. C'est quelqu'un, et je reviens, je suis d'accord en fait avec, il me semble que c'est René Chiche qui parlait dans le sens où il accepterait pas, je pense non plus, le fait de devoir faire un gouvernement de coopération. De cohabitation. De cohabitation. De cohabitation. Et pourtant, si je peux me permettre, comme vous le savez, moi je suis plutôt pro-Macron. Hein. Je ne suis pas du tout anti-Macron, justement. Mais je suis persuadé que dans une telle optique telle que j'ai dite, bien, je pense qu'il pourrait quitter le pouvoir. Vous pensez qu'il pourrait démissionner? En cas de dissolution et d'une majorité totalement hostile. Ah oui, vous allez loin là, René. Là, vous allez loin. Là. Il va nous payer quelque chose. Oui. C'est les vraies voix. On exprime son opinion. Non, mais bien sûr, on exprime. Voilà. Vous avez raison. Moi, j'ai l'impression qu'il pourrait aller dans ce sens. Philippe Bilger, vous le voyez nous inviter dans le chez le doyen. Oui. Parce que sinon, on va finir par penser. Il faut écrire des séries. Ah oui. René Chiche. Mais ce serait quoi l'issue, c'est-à-dire de finalement, Philippe Bilger, si on va dans votre sens, de continuer comme si de rien n'était et finalement de jouer le mépris et de traverser comme ça les séquences. Cécile, imaginons une cohabitation. Rappelez-vous la manière dont François Mitterrand et même Chirac l'a géré. La cohabitation est un rêve pour les présidents en place parce que le Premier ministre est confronté au réel, à l'immédiateté et il fait des erreurs. Mais ce serait le rêve pour non, mais ce n'est pas la même génération. Mitterrand et Chirac étaient des hommes politiques d'une certaine génération, beaucoup plus âgés en plus que Macron. Je pense pas que Macron accepterait ce rôle, vous voyez, de président qui inaugure un peu les chrysanthèmes et qui n'a pas vraiment un rôle. Je ne pense pas. Il s'occuperait de l'international et pas du national. Voilà, comme il fait depuis le début. Et puis le président de cohabitation, pardon de vous contredire encore une fois, de vous offenser, n'inaugure pas les chrysanthèmes. Écoutez aussi, un président de cohabitation, attendez, un président de cohabitation, en plus,
dans l'esprit de Macron, être président, c'est être président à 100%. Alors j'imagine qu'en cas de cohabitation, même s'il s'occuperait de l'international, comme c'est le cas actuellement d'ailleurs, il s'occupe beaucoup d'international, je pense pas qu'il accepterait ce demi-rôle de président. Philippe Bilger, je suis assez d'accord avec René Chiche contre vous allez m'en vouloir à vie. Non, mais je suis avec Philippe, vous inquiétez pas. Regardez Mitterrand, cohabitation avec Balladur. Mitterrand, il inaugurait les chrysanthèmes et cohabitation. Mais c'est le contraire. Ah ben non. Et la cohabitation Chirac-Jospin, Chirac, il inaugurait les chrysanthèmes. Mais c'est le contraire. En 86, non. Parce qu'en 86, il voulait dézinguer Chirac pour être élu. Mais après, les deux fois, non. C'est le contraire, puisque Mitterrand, en particulier à une certaine époque, en a voulu énormément à Balladur parce qu'il avait mis un doigt dans la politique internationale, dans un article dans Le Monde. Là, pour une fois, vous me décevez, mon cher Philippe. Pour une fois. Une alliance un peu étrange avec René Chiche. Après, je vois pas qui pourrait être Premier ministre dans le contexte actuel. On se posait la question tout à l'heure, justement, de se dire... C'était déjà compliqué de trouver quelqu'un... qui veuille bien. Qui veuille bien, exactement. Elisabeth Borne, ça a mis quand même quelques jours longs à la trouver. C'est vrai qu'aujourd'hui... Désolé, mais vous échangeriez la direction de Cave à vin contre Matignon ou pas? Peut-être pas en ce moment, non. Faut pas exagérer. Non, mais est-ce que j'ai encore des choses à faire, moi. Est-ce que c'est pas un peu, aujourd'hui, aller à Matignon, est-ce que ce serait pas suicidaire politiquement pour y revenir? On nous le propose, mais on y va à tout blinde. Ah bon, vous y allez, Cécile? Non. Moi, j'ai pas les compétences, mais Philippe Non, Bilger... non, mais imaginons, on nous propose miraculeusement un poste de pouvoir. On y va. Même si c'est un honneur d'être là à côté de René Chiche. Après, pour certains partis, vous avez dans un an les européennes qui sont à la proportionnelle et il faut peut-être attendre un petit peu. Mais quand on est entrepreneur et qu'il n'y a aucune lisibilité, parce que désolé, mais sur la situation politique de la France, on a une lisibilité politique qui est quasi à zéro. Oui. Comment est-ce qu'on fait? Vous franchisez, ils vous disent, écoutez, moi j'attends de voir comment les choses tournent, parce que s'il y a des manifestations, des émeutes tous les soirs, je vais peut-être pas investir dans une boutique au risque de me faire casser la vitrine 2 ou 3 fois. En tout cas, dans un centre-ville de grande ville. Ça, comment ils réagissent les gens? Dans les parcs commerciaux aussi, où les ronds-points peuvent être bloqués, on a eu tout ça. On a eu ça pendant les Gilets jaunes, avant les confinements, donc c'est souvent compliqué. Les années d'élection, la consommation, elle baisse. Enfin, il y a beaucoup de critères à prendre en considération. Vous avez été très entravé par les Gilets jaunes, par les manifestations. Nous, principalement par les Gilets jaunes. Alors qu'on aurait pu penser que finalement, ils ne vous empêchent pas de vivre et de commercer normalement. Alors c'était pas les Gilets jaunes, c'était le Black Bloc, c'était tout ce qu'il y avait autour, mais dans les centres-villes, on a eu pas mal de casses et les gens étaient obligés de fermer pour des raisons de sécurité. Oui, mais est-ce que ce président et ce gouvernement n'ont pas été quand même des gouvernants pro-entrepreneurs, pro-business, vous pouvez pas le nier? Oui, ça bien sûr. D'accord. Oui, non, mais j'ai fait aucune allusion politique, je suis ni pour ni contre, bien au contraire. Non, mais vous avez le prouvé, vous avez le droit. Est-ce que les entreprises sont suffisamment soutenues aujourd'hui? Non, on attendait une ministre, mais on comprend bien qu'elle n'ait pas pu venir aujourd'hui, mais on n'a jamais de ministre du commerce au salon de la franchise. Jamais. Ils ne comprennent pas le modèle économique. Oui. Et aujourd'hui, Et pourtant, c'est un modèle qui fonctionne bien. Ah complètement. Oui. Mais aujourd'hui, on n'a pas d'entrepreneurs dans les instances dirigeantes. On a beaucoup de technocrates quand même. Et ces gens-là, le commerce au quotidien, ils ne savent pas ce que c'est. Oui, c'est Donc on a des textes et les textes sont souvent déconnectés de la réalité du terrain. Est-ce qu'ils sont compris, ces textes? Parce que souvent, on voit quand le gouvernement met en place des textes, quels que soient les gouvernements, finalement on se dit mais il y a des choses qui ne sont pas applicables en fait. En tout cas pas dans l'État. Nous, pendant le confinement, il a fallu expliquer à nos franchisés qu'ils pouvaient rester ouverts. Le texte était tellement flou parce qu'il il disait une chose et puis en même temps il disait autre chose. Et alors il fallait l'interpréter, il fallait donner les bons outils pour que face aux gens qui venaient faire respecter la loi, leur expliquer que leur code NAF était éligible à l'ouverture. Et c'était compliqué dès le début. Mais hier, j'ai écouté un homme politique qui s'appelle David Listard qui disait que la fin de la 4ème République, c'était la fin du régime des partis, et il disait que la suite de la 5ème République, ça devrait être la fin de la technostructure. Est-ce que c'est pas quelque chose quand même qui pose question, parce qu'aujourd'hui,
la haute fonction publique, c'est elle qui a le pouvoir et pas le politique. Est-ce que vous le ressentez en tant qu'entrepreneur ? Oui, mais de toute façon, il était question de remettre l'ENA et tout ce qui s'ensuit sur la table. Aujourd'hui, on n'a quand même que des technocrates et on n'a pas de sensibilité commerçante et entrepreneuriale. C'est nous qui l'activons et la franchise, elle est là pour activer la sensibilité des personnes qui sont perdues dans un monde où nous, on est là pour les accompagner et les structurer. Je suis frappé de voir, à partir de ce que dit Philippe David, au fond, on l'a toujours dit ça, que le monde politique était dominé par la technostructure, on pouvait l'appeler autrement. Je me demande, le pouvoir politique arrive rarement à s'affirmer contre son administration. Sauf quand on a un ministre très fort, il n'y en a pas tout le temps. Un Raymond Barre ou des gens comme ça. Par exemple, absolument. C'est vrai que, oui, allez-y. Oui, ou même quelqu'un, mine de rien, comme Darmanin. Il n'est pas un impuissant, enfin, quoi qu'on pense de lui. Et c'est vrai que ça pose question quand on voit certaines choses comme les ZFE où on ne peut plus aller en centre-ville, ça va pénaliser les commerçants et tout le monde dit que c'est inapplicable, ou encore aujourd'hui la loi climat où on vous demande de rénover des appartements qui sont irrénovables sauf à mettre la moitié ou de la totalité du prix de l'appartement ou de la maison. Est-ce qu'on n'est pas chez les fous dans ce domaine ? Pour les entrepreneurs, vous avez la même chose en tant que C'est patron ? illisible parce qu'on ne peut pas anticiper le coup d'après puisque tout va être remis en question à chaque fois qu'il y a un changement de gouvernement, même sous le même président. Vrai sujet. Vrai sujet. En tout cas, vous restez avec nous. On revient dans quelques instants. 0826 300 300, vous voulez commenter l'un de nos débats ou l'actu. On vous attend au standard. On reste ensemble jusqu'à 19h avec Philippe Bilger et avec René Chiche et avec Olivier Mermuise, le directeur général de Cavavin. Et juste après, à partir de 19h, on reste sur la Fédération française de la franchise avec d'autres entrepreneurs pour vous montrer que la France de l'entreprise se bouge. Allez, à tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Vous avez raison de nous rejoindre. On est au Salon de la franchise en direct de la Fédération française de la franchise avec des entrepreneurs à venir. Voilà, peut-être vous, si vous venez de nous rejoindre, avec énormément d'entreprises aujourd'hui qui cherchent des nouveaux preneurs, des nouveaux franchisés. Voilà, si vous avez envie d'entreprendre, c'est le moment. Voilà, de changer, de vous reconvertir. Et de nous appeler au 0826 300 300 entre 19h et 20h. Et nous sommes avec Philippe Bilger, avec René Chiche et avec notre ami Olivier Mermuise, qui est le directeur général de Cavavin. Entreprendre, finalement, c'est un moment délicieux, c'est-à-dire que se prendre en main et se prendre en main par la franchise avec des gens qui, autour de soi, vous prennent en main. C'est se challenger soi-même et être challengé par l'animation qu'on met en place à côté d'eux et avec leur... on est une grande famille, nous, dans la franchise, donc on est avec des vignerons et on est avec d'autres franchisés et tout le monde se challenge et on organise des challenges entre eux pour gagner des voyages en Irlande, voir les distilleries. C'est un challenge au quotidien, mais chacun fait ce qu'il peut faire de mieux, mais il le fait collectivement. Et c'est ça qui est sympa. En tout cas, 0826 300 300, c'est Sandrine qui voulait revenir avec nous. Bonsoir Sandrine. Bonsoir Sandrine. Bonsoir les voix, bonsoir à vos invités. Bienvenue. Bonsoir. Juste une petite info Sandrine, écoutez bien. Petite info, la motion de censure transpartisane vient d'être rejetée par 278 voix. Il en fallait 287 pour avoir une majorité, c'est-à-dire que ça s'est joué à 9 voix. On vous écoute Sandrine. Sandrine, vous vouliez réagir sur quoi ? Oui, alors par rapport à les 4 ans, si monsieur le président va tenir 4 ans ou pas, oui, il tiendra 4 ans, il n'y a pas de souci, il continuera dans sa ligne de conduite. Par contre, coalition, on va dire, c'est Macron, monsieur le président avec Macron, ça c'est sûr, et cohabitation, écoutez, il est peut-être capable d'aller chercher, de cohabiter peut-être avec, je sais pas, je le verrais bien avec la NUP, enfin, un des représentants de la NUP, et même peut-être quelqu'un qui est un peu plus radical, avec beaucoup d'humour et une radicalité écologiste. Même si je me pose la question s'il n'a pas une cohabitation déjà un peu. Voilà. Non, enfin... Sandrine, ça veut dire que vous ne pensez pas que les événements, les séquences qu'on vient de vivre créera un précédent pour Emmanuel Macron? Vous dites qu'il va continuer sur sa ligne. Je pense qu'il va... Je pense que les personnes ne l'ont pas compris déjà au premier mandat. Deuxième mandat, il s'est trouvé que c'était toujours pareil. Il s'est retrouvé face à Marine Le Pen, le RN. Et donc, quand je discute
discute, enfin on s'est mis à discuter par rapport à avec des personnes qui ont un esprit qui est très gauchiste et qu'on dit mais on a voté blanc ou on a voté pour lui, et ça a été très divisé. Je veux dire, les voix d'Emmanuel Macron ont au deuxième tour, une partie de la gauche, enfin ceux qui ont voté pour la NUPES ou qui sont une gauche un peu sauvonneriste, ont peut-être voté blanc. L'autre partie a voté pour lui, et une troisième partie a voté pour Marine Le Pen. Ici, cette troisième partie qui disait le problème c'est que Marine Le Pen, c'est pas, le RN n'est pas un parti très diabolique, mais le problème c'est qu'il y a une histoire familiale. Voilà, en fait, il y aurait à la place de Marine Le Pen, ça aurait été peut-être une autre personne, peut-être s'il faut. C'était peut-être la seule qui permettait un petit peu de faire le bloc contre lui. Bon, mais moi c'est un point de vue. Voilà, aujourd'hui, les socialistes, c'est fini. Le LR, ils sont divisés. On voit Ciotti, quand il parle, enfin, je suis désolée, mais Monsieur Ciotti, on avait l'impression que c'était la ligne de conduite d'Emmanuel Macron. Donc. Et après, effectivement, Aurélien, moi j'aime beaucoup Aurélien Prat. J'aime bien parce qu'il a su, à un moment donné, dire sa propre opinion. Je ne veux pas faire de politique, mais il a dit son opinion, ce qu'il pensait. Donc il est resté sur sa ligne de conduite. Comment Sandrine, on va faire réagir les vraies voix. Oui. Philippe, là où je rejoins notre amie Sandrine, sur le RN, il est évident que je pense que le nom de Le Pen représentera toujours un obstacle. Oui. Et si un jour il y avait quelqu'un, pourquoi pas un jour Bardella, le Rassemblement national aurait causé plus de problèmes à Emmanuel Macron. Oui. René Chiche peut-être. Oui, alors la motion de censure a été rejetée. Mais maintenant, j'allais dire, tout recommence pour Emmanuel Macron. Que va-t-il faire? Je pense qu'il va être obligé, vu le résultat en plus extrêmement serré, je pense qu'il va être obligé de prendre quand même une mesure importante. Alors ça peut être quoi cette mesure? À mon avis, ça peut être peut-être une pause. Une pause par rapport à cette réforme. D'ailleurs, on va voir dans les prochains jours comment la contestation... Il parle demain, je crois. Il va parler demain soir. C'est pas sûr. Mais il va se passer certainement quelque chose, à mon avis. Merci en tout cas à Philippe Bilger d'avoir été avec nous. Mon petit chat. Merci beaucoup. C'est passé très vite. Très vite. Merci Olivier Mermuz d'avoir été avec nous, directeur général de Cavavin. Dans un instant, on va vous parler d'entrepreneurs. On aura bien entendu la déléguée générale de la Fédération française de la franchise et pas mal d'entrepreneurs qui nous expliqueront comment ils se sont engagés dans cette filière et qu'est-ce qu'ils cherchent comme type de franchisés et qui sont ces franchisés. Vous allez voir qu'il y a pas mal de situations différentes et très intéressantes. On vous retrouve dans un instant. On est ensemble encore pendant 1 heure. À tout de suite.